Envergure, c'est parti. Carter Bryant, direction l'Arizona. Pour ce faire, je suis avec Mathias et Titouan. Messieurs, comment allez-vous ? Ça va très bien. Ça va impeccable. Moi, ça irait bien si c'était pas la 8e fois qu'on recommençait le pod. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, Carter Bryant au programme, un nom qui sent bon les années 2000. Non, Titouan, tu nous fais la présentation. Ouais. Et donc pour la 8e fois, c'est toujours un freshman. Et donc, donc oui, Carter Bryant, freshman de 19 ans, donc né en novembre 2005, 2,03 m avec une envergure qui avoisinerait les 2,13 m pour le quintal, pour 100 kg. Et voilà, donc a grandi en Californie, qui a fait ses gammes au lycée de Fountain Valley High School où son père était coach et qui a suivi son coach au Sage Hill School. Son père a également été nommé coach. Donc voilà, sinon Carter Bryant qui a tourné en 22 points, 14 rebonds, 4 passes, 3 blocs et quasiment 2 interceptions lors de son année junior, ce qui lui a valu un titre de MVP de la conférence Pacifique, donc à l'échelon lycée, et qui a du coup pendant son année senior également reçu une invitation pour le McDonald's All-American Game, donc l'espèce de All-Star Game pour les lycéens. Donc voilà pour le lycée, et sinon c'est évidemment une recrue 5 étoiles, et il choisit de commit au Arizona Wildcats, où il a évolué du coup cette année et où ils se sont fait éliminer malheureusement de la March Madness il y a peu de temps. On va passer sur le contexte avec Mathias dans quelques secondes. Avant, je vais donner les stats du jeune homme cette année. Carter Bryant, c'est 6,5 points, 4,1 rebonds, une passe en 19 minutes, 46% au général au tir, 37% à 3 points, un 69% lancé franc qui pique un peu les yeux. Au niveau des stats avancées, il y a des choses intéressantes, notamment le true shooting qui est à 60%, les 17,6% de rebonds défensifs, ainsi que et surtout, j'ai envie de dire, le 76% dans les tirs au cercle, qui est un score exceptionnel. Mathias, Arizona, les Wildcats commencent à jouer cette saison du coup. Et ben encore une fois, Arizona, ça va très très bien jouer. Le déménagement de la Pac-12 en Big 12, qui est une des 3 meilleures conférences de cette année, les a pas beaucoup chamboulés. Donc ils ont fini l'année avec 20 victoires et 11 défaites au total. 14 victoires et 6 défaites en conférence. Ils ont fini 3e derrière Houston, qui jouera sa finale de la March Madness ce soir à l'heure où on parle, et derrière Texas Tech, qui était aussi une autre très très grosse équipe. Donc Arizona qui change pas, qui reste une équipe de tradition très internationale, avec beaucoup de joueurs européens qui viennent. Une équipe qui a fini meilleure attaque de sa conférence, mais seulement la 13e défense sur 16 équipes. Donc une équipe qui est vraiment tournée sur l'attaque autour d'un homme qu'on appelle Caleb Love, qui est le croqueur ultime et qui va finir son cursus universitaire cette année. Et dans cette équipe, Carter Bryant, c'était tout simplement le meilleur défenseur. C'est comme ça qu'il a gagné ses minutes. Un profil d'ailier qui n'existait pas forcément dans cette équipe. Et Bryant, il a tout de suite été mis dans un rôle qu'on peut lui projeter en NBA. Utilisé comme un défenseur polyvalent sur le meilleur attaquant adverse, placé dans le corner, qui met ses 3 points. Et voilà. Donc même avec des minutes limitées, moins de 20 minutes de moyenne, il a réussi à faire son trou dans un roster très très profond. On va passer sur les qualités de Carter Bryant. Qu'est-ce qui en fait un prospect NBA ? Titouan, dis-nous tout à tes yeux. Alors j'ai choisi la finition et le jeu off-ball, les deux qui sont un peu liés. C'est un excellent finisseur, 70% de réussite au tir, c'est vraiment élite de chez élite. Alors après on fera un petit disclaimer sur le volume, mais voilà, 77% de réussite, c'est vraiment élite. Il a, sans être super grand, parce que 2,03 m, c'est pas immense, mais il est très explosif. En fait, il a beaucoup de verticalité et du coup, il peut monter assez aisément au dunk
il a un physique plutôt bien bâti, ce qui lui permet de résister et de finir au contact. Donc ça fait de lui une menace de lob qui est quand même très intéressante. Et il y a ce côté jeu off-ball où on sent une vraie compréhension du jeu et une vraie qualité à bien timer en fait ses déplacements. Il se déplace vraiment bien au bon moment. Il est toujours au bon moment, au bon endroit. Et surtout, c'est un joueur de cut vraiment, vraiment très bon, hein, qui cut vraiment toujours dans le bon timing pour pour offrir à son porteur de balle des fenêtres de passe. Et il est aussi, je trouve, très bon, et ça peut être intéressant pour sa projection, dans un rôle un peu de slasher off-ball, où en fait il reçoit la balle lancée, et il a juste à poser un ou deux dribbles, et il va finir au cercle. Je trouve assez bon là-dessus, donc voilà, donc son timing sur ses cuts et son explosivité font de lui une vraie menace constante, loin du ballon, et sur des menaces de lob, ce qui va être très intéressant, parce que je pense que malheureusement, off-ball, c'est ce qui l'attend en NBA. Il va passer beaucoup de temps loin du ballon. Je pense pas que c'est un joueur qui va devoir porter beaucoup la balle. Ça marche. Mathias, t'es parti sur quoi, toi? Bah, je suis parti sur ce que je pense c'est sa qualité première, sa défense. Je pense que Titouan il sera d'accord avec moi. Ce qui saute aux yeux, c'est vraiment. Parce que les- pour dire Vas-y. les coulisses du podcast, je voulais parler de la défense, mais Mathias m'a dit le rookie, tu te mets sur le côté, tu t'assois à côté, c'est ma place. Et donc voilà. C'est même pas vrai. Euh, donc, euh, donc ouais, Brian, parce qu'il saute aux yeux d'abord, il l'a dit Titouan, c'est son physique, c'est ses qualités athlétiques. Il a une excellente frame, il est long, on sent qu'il peut prendre encore en masse. Il a vraiment Mm. les épaules pour. On arrive facilement à se projeter un joueur qui aura davantage de muscles dans quelques années. Et avec des qualités athlétiques déjà en détente sèche, mais aussi en vitesse de mouvement, en vitesse de pied. Il a vraiment tous les outils pour être un bon défenseur, et il l'est. C'est un joueur qui est très difficile à battre en 1v1, même si forcément on le fait un peu plus en difficulté sur des guards. Mais il a montré qu'il était capable de défendre tous les ailiers et aussi les petits intérieurs qui sont très fréquents en NCAA, et être vraiment un lockdown défensif en 1v1. Mais ce qu'on aime surtout, et ce qui est encore plus important en NBA, c'est sa défense loin du ballon. Parce que Brian, c'est un incroyable défenseur d'équipe. C'est un joueur qui cherche sans arrêt, en train d'anticiper une aide, de faire des aides pour ses coéquipiers. Il switch très bien, il bouche les trous. Vraiment, il fait tout très bien. Il est aussi capable de protéger le cercle, même si c'est pas le plus grand, mais il le fait très bien, plus particulièrement sur le weak side. Et en fait, à côté des coéquipiers qui sont pas forcément réputés pour être de bons défenseurs à Arizona, bah, il brille encore plus. Donc vraiment, c'est ce qui saute aux yeux quand vous allez regarder Carter Bryant, c'est sa défense. Il est très utile en second rideau, il a des mains actives. Vraiment, c'est le profil idéal de défenseur sur les ailes. Et malgré ses minutes limitées, il a quand même des stocks hyper intrigants. Il tourne à un steal, un bloc par match, avec un pourcentage de quasi 6% de contre, ce qui est vraiment, vraiment impressionnant pour un ailier. Mm. Et donc voilà, c'est vraiment un défenseur d'aide élite, intelligent, mais aussi féroce défenseur sur l'homme, qui laissera jamais l'accès au cercle facile pour les attaquants adverses. On va partir sur les choses à travailler ou à affiner à l'étage supérieur pour pouvoir se faire une place. Titouan, quels sont ces axes d'amélioration prioritaires, on va dire? Alors moi, je suis parti sur le tir, même si la réussite en soi est là cette saison, puisqu'il est à 37% à 3 points, donc c'est bon, plutôt très bon. Mais, et j'en parlais un peu avant, il y a le volume en fait qui est quand même à surveiller. C'est un joueur, comme Mathias l'a dit, qui n'avait pas un gros minutage et du coup qui prenait pas énormément de tirs. Et donc c'est 37% à 3 points, c'est sur 2,8 tentatives par match, donc à peine 3 tirs à 3 points tentés par match, ce qui est pas énorme. Et en plus, à côté de ça, on a quelques indicateurs en fait qui sont pas non plus très encourageants. Il y a le pourcentage au lancer franc qui est très moyen, où il est à 70%. À peine, Euh, ouais. donc voilà, mais là aussi encore sur
1,6 tentatives, donc le volume est très faible. Donc est-ce que c'est vraiment représentatif? Je pense pas. Mais bon, toujours est-il que le pourcentage est là. Donc je pense qu'à l'instant T, c'est un moins bon shooter que son pourcentage laisse penser. Mais voilà, le tir va vraiment être son swing skills, comme on dit, et vu son niveau défensif et ses qualités de finisseur et de joueur off-ball, on va même en parler après, il y a même des flashs à la passe. Donc au-delà du tir, ça va être intéressant de voir s'il peut ajouter aussi du tir en mouvement dans son arsenal, parce que bon, on sait à quel point le tir en mouvement est bien plus valuable que le tir stationnaire. Et pour l'instant, à Arizona, alors j'ai vu moins de matchs que Mathias parce que je me suis mis à le scouter un peu sur le tard. Mais sur les matchs que j'ai vus, j'ai l'impression que c'est que du catch and shoot en spot-up, donc un peu stationnaire. J'ai vu très peu de tirs en mouvement en sortant de plusieurs écrans ou des choses comme ça. Donc ouais, clairement, le fait qu'il devienne un shooter va vraiment déterminer si ce sera un joueur de bout de banc ou un role player potentiellement titulaire. Mathias, toi, tu irais vers quoi dans les axes d'amélioration? Ça saute pas forcément aux yeux quand on regarde les stats, mais moi je vais parler de sa qualité de passeur. C'est vrai que dans les stats, il a moins une assist par match pour un peu plus de turnover. Mais Bryant, il a un passing vraiment intéressant qui demande qu'à être développé. Et c'est vraiment un aspect que j'ai vraiment envie de le voir travailler et qui va lui apporter une vraie plus-value à l'étage supérieur. Déjà, c'est un joueur qui frise très rarement le ballon, il rend la circulation fluide, il connecte rapidement, il sait son rôle, il sait que c'est pas à lui de faire dans le compliqué à la création. Il a la tête toujours levée vers ses coéquipiers. Mais surtout, moi j'aime beaucoup sa capacité de lecture de passe. Il fait souvent le bon choix et il lui arrive même de réaliser des passes plutôt difficiles. Et c'est un aspect qui doit vraiment développer pour apporter un peu de création dans son jeu qui va forcément en phase offensive sera un peu limité day one, mais qui, qui vraiment peut lui apporter une corde à son arc. Et comme le disait Titouan, vu que c'est un joueur qui n'est pas forcément réduit à faire que du 3 points dans le corner, mais qui va aussi attaquer des close-out, être actif off-ball, ça va lui permettre de se retrouver dans des situations où il va pouvoir trouver des coéquipiers qui seront forcément ouverts quelque part. Et il a la capacité de lecture, à mon sens, pour réaliser ces passes-là. Je te rejoins complètement sur la capacité du joueur à pas geler la balle. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé très plaisant en le regardant, c'est qu'effectivement, c'est pas quelqu'un qui conserve la balle très longtemps. Il fait ses choix relativement vite. Déjà, je trouve qu'au niveau lecture, c'est quand même relativement avancé dans le sens où, même si c'est pas des passes compliquées, la lecture est faite assez rapidement. Et en plus de ça, c'est des passes qui arrivent à bon port. C'est pas des passes très compliquées, on parle pas de choses folles, mais elles sont faites dans le bon moment et dans le bon timing. Donc ça, c'est vraiment à mettre à son crédit. On va passer, messieurs, sur la projection. Avant, je vais refaire un petit peu un point. Donc très fort défenseur, ça on est d'accord. Capacité à switcher à l'étage supérieur aussi. Je pense que on peut aller de 1 à 4, ça vous choque pas en NBA? Ouais, je pense. Je suis pas encore sûr à 100%, mais ouais, 2 à 4 au moins. Ouais. Bah, 2 à 4 au moins. Pas contre des postes 1 style, enfin pas contre des Kyrie Irving ou des gars comme ça, mais en même temps, Ouais. il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent tenir contre des gars comme ça, quoi. Oui, c'est toujours pareil. C'est toujours que quand on parle des 5, on prend l'exemple d'Embiid, ce qui n'est pas forcément Ouais. ou Jokic, et effectivement, Quoique au mois d'avril 2025, arrêter Embiid, je pense, au poste, ça va en vrai. Vu l'état de ses genoux. Ouais. Donc un joueur défensivement déjà assez abouti. En attaque, ça reste assez frustre. Il y a une petite promesse au shoot avec ce 37% à 3 points, un bon cutter, quelqu'un qui arrive à se démarquer avec notamment une bonne finition au cercle. J'aimerais faire un petit peu parce que dans le profil comme ça, quand je l'énonce, moi ça me fait penser un petit peu, hein, moins le sens de la passe, mais en termes de défense pure, on va juste comparer 2 secondes en termes de défenseur par rapport à un Colin Murray-Boyle. Je sais que Titouan, tu étais là lors du pod. Vous mettez quel joueur en premier si on parle que de défense? Ça m'intéresse de savoir, par exemple. Je trouve que
ils défendent pas tout à fait pareil dans le sens où j'ai l'impression que Non, c'est différent, mais c'est pour ça en fait. ouais. Parce que En fait, Carter Bryant, t'as un peu le défenseur extérieur qui, de par son physique et sa longueur, peut défendre un peu des intérieurs. Et CMB, c'est un peu l'inverse. Je Colin trouve, je Murray-Boyd, trouve c'est un peu que l'inverse. CMB, il a un peu ce côté encre défensive Ouais. que Carter Bryant n'a pas forcément. Je pense que Mm. Carter Bryant sera un meilleur défenseur loin du ballon. C'est vrai que Mathias en a parlé et c'est quelque chose de super important. Je voulais rajouter là-dessus, mais le potentiel de l'omen défensif, donc de joueur d'aide en fait qui va être près du cercle et qui va pouvoir faire de la protection de cercle secondaire. Ça, c'est un rôle qui est de plus en plus recherché en NBA et c'est un rôle du coup qui fait super bien. Et je pense que Carter Bryant sera un meilleur défenseur d'aide, un meilleur défenseur off-ball que CMB, mais que CMB, effectivement, de par son physique, peut-être pourrait être un meilleur défenseur sur l'homme, notamment sur des intérieurs, voilà, pour défendre le poste ou des choses comme ça. Parce qu'après, en termes de physique, ils sont pas si éloignés que ça, hein. Je trouve Ouais. du bas du corps, je trouve super costaud Colin Murray-Boyle. Ouais, mais je veux dire en termes de taille, en termes de poids, c'est là où Ouais. je voulais en venir. C'est vrai que Mm. ça paraît un petit peu bizarre. Après, dans les rôles, ils sont très très différents, hein. Ça, je fais pas la comparaison des rôles du tout, mais je trouve qu'en termes de physique, etc. Donc c'est pour ça que je voulais vous poser la question. Donc on va partir tout de suite sur les shade-off. À qui vous fait penser? Je sais que Titouan m'a préparé une surprise. J'ai un peu peur. Bah, du coup, on va commencer par toi. Vas-y, dis-nous tout. Alors c'est vrai qu'entre nous, en off, j'en avais deux. J'avais PJ Washington pour le côté un peu excellent défenseur, très physique et finisseur off-ball. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a un peu plus que ça à creuser chez Carter Bryant. Mathias en a parlé, mais il y a ce passing que je trouve très intéressant. Même si pour l'instant c'est des flashs, mais il y a du passing sur du short roll, un peu de connecting, tout ça. Et il y a un joueur en fait auquel j'ai pensé quand j'ai pensé à défenseur élite, enfin du moins très bon on-ball et aussi off-ball, qui en plus a ajouté un peu ce connecting et qui est en train de développer du shoot. Et c'était ton chouchou à l'époque, Pierre, c'est pour ça que je voulais te garder la surprise. Je trouve qu'il y a un côté un peu Herb Jones Mm. en lui. Alors Herb Jones a des bras d'une longueur à plus savoir quoi en faire. Donc je ne sais pas si peut-être que Carter Bryant est un peu moins long qu'Herb Jones, mais c'est à lui qui me faisait penser vraiment sur le côté très bon finisseur, très intelligent et défenseur très très polyvalent et de haut niveau. Et puis Herb Jones adorait avoir la masse musculaire qu'a actuellement Carter Bryant. Oui, C'est pas ça qui le caractérise, ça l'ami l'empêche pas, Herb. ça l'empêche pas d'être un des meilleurs défenseurs de la NBA. On est d'accord. Mathias, dis-nous à qui te fait penser. Ouais, bah moi, c'était plus du Nicolas Batum dans le profil 3&D qui connaît son rôle, qui est parfait soldat, qui a une attitude très calme sur le terrain, qui flexe jamais, qui sait ce qu'il fait, qui a un petit peu de passing, qui sait défendre un peu partout, qui sait un peu défendre le cercle. C'est vrai que j'avais cette petite shade qui me venait en tête tout de suite. Mais je pense qu'il y a pas mal de shades qui peuvent venir pour Carter Bryant, tellement le profil est NBA. Ouais, et puis moi, toujours dans notre conversation, j'avais émis le nom de Josh Green, l'Australien qui évolue maintenant à Charlotte, en une version améliorée avec plus 10 centimètres et plus 10 kilos. Et je trouvais qu'il y avait un petit peu de ça aussi. On va partir du coup sur la projection à la draft. Ça reste un joueur qui a très peu joué, qui a été mis un petit peu en espèce de couveuse, en tout cas au début de saison. Est-ce que à quel point ça peut jouer et à quel point ce genre de profil peut plaire? J'attends vraiment vos avis par rapport à ça. Est-ce que c'est un premier tour? Est-ce que ça ne l'est pas? C'est quoi son range? Je vous écoute, messieurs. Je trouve on a vu un peu dans les dernières drafts, il a un peu la tronche du joueur qui va être pris en fin de premier tour. Enfin, en deuxième partie de premier tour, bon, en principe, c'est plus des joueurs peut-être un peu plus âgés, mais tu sais, des joueurs qui ont peut-être pas le plafond le plus exceptionnel, le potentiel le plus fou, mais dont tu sais que, ok, il sait faire déjà ce qu'on va lui demander de faire et il devrait pas y avoir une longue période d'adaptation.
Donc moi, je pense que c'est un fin de premier tour. C'est vrai que ce côté très peu de volume, je pense qu'il faut faire attention sur pas mal de choses parce qu'en fait, on l'a dit, il y a à peine 20 minutes de temps de jeu par match. Il y a un usage qui est de 16%, donc c'est assez ridicule. Il y a à peine 3 tentatives à 3 points par match. Enfin, tout est très faible en termes de quantité, on va dire. Mm. Donc ça, c'est à surveiller parce qu'en fait, du coup, on se demande si ce qu'on a vu cette année de lui, vu que l'échantillon est très faible, est-ce que ça représente vraiment ce qu'il sait faire ou est-ce qu'on peut avoir en fait un autre joueur finalement? Donc ça, c'est un peu le problème sur les joueurs comme ça avec des volumes assez faibles. Mais voilà, il y a ce côté jeune, donc c'est toujours très alléchant d'avoir un joueur aussi jeune avec cette longueur, avec cette envergure, qui est déjà excellent défensivement, qui a les fondamentaux de déplacement, d'agilité, de compréhension du jeu. Voilà, et avec toutes les promesses à côté de flash au shoot, à la passe. Donc moi, je mets fin de premier tour, mais en vrai, je serais pas étonné s'il y a une équipe qui veut tenter un pick en 19, 20e position, ça me choquerait pas. C'est un peu à ce qu'on fait à l'époque. Alors, je ne souhaite pas la même suite de carrière. Je pense qu'il a peut-être la tête un peu mieux faite, mais Josh Primo, qui avait été pris. Mm. Alors, c'était pas du tout le même profil, hein, mais qui avait été pris très haut parce que et pourtant il était très jeune et il n'avait pas eu de gros minutage, de gros volume en NCAA. Ouais, exact. Mathias, on t'écoute. Ouais, je rejoins Titouan. Maintenant, moi, je serais moins inquiet, je pense, par rapport à ces minutes qui sont limitées. Honnêtement, Arizona, c'est une équipe qui avait vraiment beaucoup de joueurs, beaucoup de très bons joueurs. Le coach n'avait pas forcément le choix de faire d'autres choix que de faire tourner. Je pense que ces minutes en ont pâti, mais au final, Arizona était meilleur quand Bryant était sur le terrain. C'était visuel, mais ça se traduisait aussi par les statistiques. Donc je serais moins inquiet par ce manque de minutes qu'on peut, par exemple, quand on repense à un Klingan qui était aussi, on avait aussi des questions par rapport à ces minutes limitées. On savait pourquoi elles étaient limitées. Il avait un problème de moteur, etc. Bryant, on se pose un peu plus de questions. Il n'y a pas forcément de gros red flags. Et comme je le dis, Arizona était meilleur avec. Par contre, par rapport à sa défense, moi j'ai quand même encore quelques questions. Je me demande si le contexte Arizona ne le fait pas briller un peu plus qu'il ne l'est vraiment. En high school, c'était pas forcément un joueur qui était réputé pour être un défenseur élite. C'était plus un joueur qui était réputé un peu projet avec upside offensif, mais pas forcément pour un joueur élite défensif. Donc je me poserais plus de questions par rapport à ça, mais après, ce qu'on voit sur le terrain, ça trompe pas quand même. On va passer maintenant à la traditionnelle échelle de croyance. À quel point vous y croyez à Carter Bryant en NBA faisant une carrière longue et complète? Faudrait que je demande à Hugues de me faire un jingle pour mon échelle de croyance. Du coup, moi je dirais Oui, attends, d'ailleurs, ça fait penser que je relance l'appel, hein. S'il y a un auditeur qui veut nous faire un jingle, n'hésitez pas. Envoyez, et on prendra celui qui nous fera le plus rire, évidemment. Donc voilà, l'appel est lancé et relancé parce que j'avais déjà fait il y a 2 épisodes, je crois. Je t'écoute. Du coup, moi, je m'étais mis un 8 sur 10 parce que j'y crois vraiment pas mal. Parce qu'en fait, dans le pire scénario, c'est juste un rim finisher, on va dire, donc un finisseur près du cercle avec de la très bonne défense. Et déjà, rien que ça, je pense que ça fait 7-8 ans en NBA minimum, donc au moins 2 contrats NBA. Même si c'est pas sur du gros temps de jeu et de grosses responsabilités. Et sur des scénarios plus optimistes où il confirme un peu les flashs de shoot, de connecting. Là, on a potentiellement finalement un des tout meilleurs role players NBA hein, finalement. Quand on voit sa Hmm. défense, s'il se met à mettre des shoots et à avoir du passing, Ouais, bah moi je devais l'avoir dans mon board dans les places entre 20 et 30, je sais plus exactement. Mais là, avec le film que je me suis refait pour le pod, je pense que je vais le remonter un peu et j'y crois encore plus. C'est un profil trop NBA ready, trop NBA-like pour être raté. Euh, et puis, dans cette QV, en plus, il n'y a pas forcément énormément de profils d'ailier défensifs de son niveau. Donc, C'est je vrai. pense, moi, je suis assez confiant sur le fait qu'il sera drafté premier tour. Et je suis confiant aussi sur le fait qu'il aura des contrats en NBA.
Donc moi, je vais mettre un petit 8 aussi, comme Titouan. Ça marche. Je pense que je partirai à peu près sur la même note, entre 7 et 8, effectivement. C'est vrai que c'est ce genre de joueur, on se dit comment ça peut ne pas vraiment fonctionner, quoi. Au pire, ce sera moyen. On a vraiment un peu cette impression-là. On a l'impression que ça peut pas forcément aller très très haut, mais ça peut pas non plus complètement se casser la figure. Donc ça fait choix quand même sur le papier assez safe, même s'il faudra du développement, notamment offensivement, parce que ça reste très raw. Mais sinon, ça semble quand même être un pick, un choix assez facile à faire. Est-ce qu'on a été complet, messieurs, sur Carter Bryant? Oh, je pense, On a ouais. des choses à redire, à compléter. Je sais pas si on l'a dit, mais c'est un joueur qui a un bon, ça se sent hein, dans ce qu'on a décrit, mais qui a un bon QI basket quand même. Enfin, on sent qu'il fait quand même rarement les mauvais choix sur le terrain. Ouais, puis le truc qui est appréciable aussi, c'est que, comme disait Mathias, c'est pas un garçon qui. On n'a pas l'impression qu'il vit pour les caméras non plus, et c'est assez plaisant en fait, ce côté-là. Après, ça reste, mon avis, sans doute très personnel. Messieurs, on va s'arrêter ici. Chers auditeurs, on se dit comme d'habitude à la semaine prochaine, fidèle au poste. Je vais juste répondre à une question parce qu'on nous avait demandé sur un des posts pour dire qu'aussi qu'on lit les remarques sur le fait qu'on ne projetait pas forcément d'équipe, etc. Alors non, on le fait pas, mais c'est aussi un choix dans le sens où déjà on trouve ça un petit peu compliqué. On essaie de donner une fourchette, ça semble un peu plus fiable et puis en lien avec l'instant, c'est-à-dire que le soir de la draft, on peut juger un pick bon et 2 semaines après, plus tellement parce que la free agency, pardon, est passée par là et donc ça a rebattu les cartes. Donc c'est pour ça qu'on préfère ne pas donner d'équipe en fait et donner juste un range et sachant que bon là il y a pas encore la loterie tout ça, mais ça va bientôt arriver donc pourrez après regarder à peu près à quel niveau, si vous pouvez espérer avoir le joueur dispo ou pas encore, comme ça. Donc c'est un choix un peu délibéré de notre part. Ceci étant dit, prenez soin de vous. Cela dit, je l'accueille avec joie à Portland. Un petit message subliminal pour quelqu'un qu'on connaît très bien. Prenez soin de vous, c'est important. On vous embrasse et à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao. Bye.